Moi, je trouve que le cinéma français n'est pas ce qu'il devrait être. Il devrait être, j'allais dire, le cinéma qu'on fait à l'heure actuelle est un cinéma un peu bourgeois. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui veut conserver à tout prix ce qui existe actuellement, les traditions, les conventions, les préjugés, et qui se bande les yeux et qui ne veut surtout pas voir ce qui existe vraiment. Le cinéma français ne se déboutonne pas, le cinéma français ne veut pas voir ce qui existe vraiment, je dis à part des exceptions. Et puis maintenant, ce que je veux faire, c'est du cinéma de qualité, c'est vrai. Ce que j'appelle le cinéma de qualité, ça ne peut... Je veux dire, ça tient à moi, c'est une question de goût, vous comprenez? Quand je dis je veux faire un cinéma de qualité, c'est-à-dire j'ai envie d'amener les gens à ce que j'aime. Tu t'entraînes pour aller dormir? J'ai vu ça dans un film américain. Tu devrais en faire autant, hein? C'est bon pour les nerfs. Le type, c'est un tueur à gages qui attend un contrat. Il a son flingue posé sur la table de chevet dans un hôtel sans étoiles. Il attend que le téléphone sonne. Et ça le rend nerveux, tu vois. Alors pour garder la tête froide, il fait des exercices. Et après? Après, il reçoit les instructions. On lui donne l'ordre de flinguer une blonde, comme j'ai toujours rêvé d'en rencontrer une. Et après? Après, il la reluque dans son viseur, et crac, il tombe amoureux d'elle. Et comment ça se finit? Il refuse de la tuer, et il la défend contre les tueurs. Il reçoit un prud'homme dans la clavicule, elle tombe dans les pommes. Et elle le croit mort. Elle s'étale sur lui, ça. Johnny! Johnny! Qu'elle crie dans un cri passionné. Come back to me! Toute une vie, Patrick Devers, l'anti-héros, 1947-1982. Un documentaire de Marceau Vassy, réalisé par Vincent Abouchard. Patrick Devers, il fait partie de cette jeune génération d'acteurs qui rentre un peu par effraction dans le cinéma français, qui fait bouger les lignes. Rémi Fontanelle, maître de conférences en études cinématographiques. Et qui impressionne ou déconcerte par un jeu libre, un jeu un peu sauvage, instinctif, qui n'est pas dénué de technique, mais qui s'accompagne aussi de certains types de personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Il a été une comète dans le cinéma français, il a beaucoup apporté, et il a beaucoup apporté au cinéma. Patrick Devers a tourné dans 36 films, il a une palette extrêmement large. Il incarne une époque, les années 70, le début des années 80. Il est à la tête d'une nouvelle génération d'acteurs qui s'impose. Et je crois que c'est important aussi de ne pas l'oublier, d'y penser, même de le mettre en évidence. C'est vrai que j'étais beau. Un peu le style agent secret, James Bond, vous voyez. C'était la première fois que je mettais un smoking. Et si j'avais été une femme, je serais immédiatement tombée amoureuse de moi. On s'est croisés comme dans les films. Je descendais l'escalier et vous montiez à ma rencontre. Bien, vous pouvez commencer à dresser le buffet. Si vous avez un problème, vous vous adressez à la cuisine. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait deux façons de porter une veste blanche, comme un homme ou comme un garçon. Patrick Devers, figure incarnant comme ça le début du vacillement du patriarcat. Marion Aubert, autrice de théâtre. Autrement dit, jusqu'alors on avait des figures comme ça au cinéma, je pourrais, sans doute il y a des contre-exemples, mais dans l'imaginaire collectif, de Delon, Ventura, très massives comme ça, très viril et brut comme ça d'un seul bloc. Et avec Devers, quelque chose se brise. On sent qu'il y a quelque chose d'une fissure, d'une faille, d'une légèreté, d'une féminité parfois. Et regardez aussi comment on le filme. Par exemple, je dis ça un moment dans La meilleure façon de marcher. Le réalisateur regarde Patrick Devers comme on regardait les femmes au cinéma, c'est-à-dire qu'il devient presque objet. Il est
très érotisé, comme ça. Et donc, oui, c'est aussi le regard, ce qui m'a intéressé, c'est lui, mais aussi le regard qu'on porte sur lui. On ne le regarde pas tout à fait comme on regardait les hommes. Parmi les films qui viennent à l'esprit, quand on pense à Patrick Devers, il y a bien sûr Les Valseuses de Bertrand Blier, sorti en 1974. Film qui le fit connaître par le plus grand nombre. Mais avant ce succès, Patrick Devers a déjà une longue carrière derrière lui. Né en 1947, il a beaucoup fréquenté le milieu dès son plus jeune âge, lorsqu'il s'appelait encore Patrick Morin. Patrick Morin, connu sous le nom aujourd'hui de Patrick Devers, a une première expérience, en tous les cas une vie assez soutenue dans le monde du spectacle. C'est un enfant de la balle, hein, comme on dit. Sa maman, Mado Morin, est directrice d'un théâtre. Et ces enfants donc vont être plongés très jeunes dans le milieu des arts, le milieu du théâtre, de la télévision et du cinéma. Et on va voir apparaître Patrick Morin dans nombre de génériques. Plus de 35 films pour la télévision réalisés entre 1950 et 1966-67. Donc c'est assez énorme. Ce sont souvent des petits rôles, des apparitions. Mais voilà, Patrick Morin, qu'on connaît sous le nom de Patrick Devers, va faire l'expérience du cinéma, du théâtre, très jeune. Je songe que c'est grand pitié de demeurer autant de temps à travailler à un seul livre. Et j'imagine un engin qui ferait grande merveille, avec dedans pupitres et parchemins. Une géante machine nous surpassant en besogne et en prouesse, qui mettrait sur le papier 1000 figures semblables à celles que fait Maître Guillaume. Il fait partie de ces enfants qui grandissent au contact du cinéma. Hein. Ils sont pas nombreux. Il y a Brigitte Fossé que Patrick Devers va retrouver dans le film de Claude Sautet, Un mauvais fils, qui elle-même a joué quand elle était enfant au cinéma. Isabelle Adjani également, Maïwen, Jean-Pierre Léaud. Mais il faut dire que Patrick Devers, le petit Morin, comme on le connaît à cette époque dans les années 50, va avoir une expérience extrêmement soutenue du jeu. Hein. Il joue dans énormément de spectacles et de films. Ce qu'il faut dire aussi sur l'enfance de Patrick Devers, c'est qu'au-delà de cette jeunesse volée au profit du métier d'acteur, d'autres troubles, parfois très graves, viennent s'ajouter au tableau. D'abord l'identité de son véritable père, Michel Tétart, qui lui sera caché par sa mère, Mado Morin, jusqu'à sa majorité, et qu'il ne rencontrera jamais. Ensuite, des viols incestueux, commis à répétition par son beau-père durant l'enfance. On ne peut pas nier les effets de ces deux événements sur la psychologie et la fragilité de Patrick Devers, qu'il aura toute sa vie, jusqu'à son suicide en 1982, à l'âge de 35 ans. Le troisième des grands petits Morins, c'est Patrick, il a 16 ans. 16 ans, oui. Le visage de Patrick nous rappelle à tous quelque chose. Où l'a-t-on vu récemment à la télévision? Oh bah il y a 2 ans, dans la déesse d'or, c'était un feuilleton pendant 13 semaines. Ah, mais oui, bien sûr, et ouais. Puis encore... Puis encore des petites choses pas trop importantes. On a passé Misère et Noblesse à la télévision. Mais quand je suis arrivée ici, je t'ai découvert sur des livres de classe. Oui. On n'a pas l'air de badiner avec les études dans la maison Morin. Pas du tout, c'est que maman veut que, parallèlement au métier de comédien, on fasse un autre métier. Et dès qu'un réalisateur de télé ou de cinéma avait besoin d'un enfant, on appelait les Morins. Alexandre Moix, réalisateur. Et en fait, Mado Morin les obligeait à les jouer pour amener des cachets, hein, concrètement. Et d'ailleurs, plus tard, quand il en avait marre de ce métier, à l'âge d'une trentaine d'années, il se plaignait, il disait « j'en ai marre de ce métier, je vais arrêter ». Et les gens lui disaient, ses copains lui disaient « mais attends, mais t'es super jeune ». Il dit « mais non, mais en fait, je suis super jeune, mais en fait, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai commencé à l'âge de 4 ans ». Patrick Devers ou Patrick Dewer, est-ce qu'on peut régler ça tout de suite? Ouais, c'est de ma faute. C'est de votre faute. Comment? Je me suis trompé, c'est-à-dire qu'un jour, comme je faisais partie d'une famille d'acteurs et on est 6 enfants dans la famille et tout le monde s'appelait du même nom. Ouais. Ce qui était un petit peu embêtant pour un acteur. Alors comme je voulais un peu
passer de l'âge enfant à l'âge adulte, je me suis dit, il faut que je change de nom, c'est ça qui va m'aider et tout. Et en effet, j'ai changé de nom, personne ne m'a jamais plus reconnu. Personne ne me connaissait plus sous le nom de Patrick Morin. Mais quand j'ai pris Devers, je me suis trompé. Devers, c'est le nom de ma grand-mère. Ouais. Et la première fois qu'on m'a dit, alors qu'est-ce qu'on met sur le générique? Je venais de faire un grand feuilleton télé. Et j'ai dit, alors comment ça s'écrit? Et j'ai mis un W à la place du V. Alors moi, je dis Devers. Mais ça s'écrit avec un V. Ouais. C'est quand j'ai fait une erreur. Et en fait, c'était une seconde naissance pour Patrick Devers. Il y a eu Patrick Morin et il y a eu Patrick Devers. Patrick Devers qui, du coup, rompt complètement avec le côté jeune premier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Patrick Morin n'a pas la même expression et le même phrasé que le phrasé et les expressions de Patrick Devers. Patrick Devers, c'est envoyousé, encanaillé, il est bad boy, alors que le Patrick Morin de l'époque de la RTF, il avait une diction très bourgeoise, très précieuse, très efféminée, très un peu comédie française. Enfin voilà, il y a quelque chose de très théâtral, très jeune premier, quoi. Patrick Devers qui, du coup, rompt complètement avec le côté jeune premier et rentre au Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'était la plus belle période de la vie de Devers, en fait. Le Café de la Gare est la parfaite incarnation de cette liberté qui souffle sur la France dans le prolongement de mai 68. Cofondé par Romain Bouteille et Coluche en 1969, la troupe de ce café-théâtre, installé d'abord dans le quartier de Montparnasse à Paris, puis dans le Marais, fut le lieu d'expérimentation pour une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices, parmi lesquels on retrouve Devers, Depardieu, Miou Miou, Sota, Rufus, Coluche et d'autres. Les années Café de la Gare, c'est vraiment une rupture à deux titres, au titre biographique et puis au titre artistique. C'est-à-dire que, effectivement, comme on l'a beaucoup dit, comme on le sait, Patrick Devers, qu'il a été comme ça, certains diront vendu par sa mère, par Mado. Et puis, et voilà, sa vie familiale est complexe, douloureuse, houleuse, et il rencontre cette bande. Et là, ce qui transparaît à ce moment-là, c'est beaucoup de liberté, une libération. Enfin, comme si effectivement la France se libère, Patrick Devers se libère, et donc avec cette bande qui est extrêmement inventive, politique, qui pose aussi des actes très nets contre l'institution. On entend des interviews de Sota qui dit voilà, on n'en pouvait plus de la comédie française, l'Odéon, des façons extrêmement cadrées, des représentations de jeux qui leur paraissent sans doute daté, vieilli et qui où ça ne circule plus avec le public, ou en tout cas avec eux, le public qu'ils ont envie de toucher, de rencontrer, avec la figure aussi du metteur en scène hyper imposante qui s'était installé dans ces années-là. Eux, ils revendiquent une position d'acteur-créateur. Donc ça, c'est très très fort au Café de la Gare. Ils écrivent, ils inventent, ils sont pas du tout comme ça au service d'un grand maître, comme ça, comme des instruments. Donc ça, Patrick Devers, on entend ça, il découvre au Café de la Gare qu'il est drôle. Et donc ça, je pense qu'il y a rien de plus heureux pour un acteur de faire rire, enfin de sentir qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit être. Donc je pense que ça a été vraiment des moments de lumière, donc ça fait rupture. J'ai trouvé dans le sac d'un mort des conserves et du tabac, mais oublié quand j'avais hâte dans son ventre la baïonnette qui me tenait lieu d'ouvre-boîte. Il faut dire aussi une chose qui me semble assez importante concernant Patrick Devers. Rémi Fontanelle. C'est que Patrick Devers, il apprend aussi son métier au Café de la Gare face au public. Donc, il joue avec le public. Au Café de la Gare, on joue face à un public, on joue avec le public. Les gens, souvent, sont très touchés par Patrick Devers
parce qu'il semble être un proche. Il y a quelque chose de très proche. Il y a une proximité actorale extrêmement forte chez Patrick Devers, qui tient à l'intensité de son jeu, qui tient à l'intensité physique, qui tient au don de soi, mais qui tient aussi je trouve, à cette manière qu'il a d'avoir intégré dès le plus jeune âge qu'on jouait pour les spectateurs. Il sait qu'il joue aussi pour des gens qui vont le regarder. Et ça, je crois que cet apprentissage-là, cette chose-là, elle vient du Café de la Gare. Tranquillement, là, en train de jouer du piano sans emmerder personne, et monsieur s'amène, et paf, carrément, oui ou non? Non, alors, carrément... Puis il a son aide, c'est-à-dire que c'est aussi un théâtre où ça bricole, il peint, il est aussi très manuel. Patrick Devers, on sent qu'il aime... aussi, pas être coincé. Il était comme coincé avant. Et donc, et puis c'est là que, effectivement, tout, ça fait un peu de bruit, ce Café de la Gare, ces acteurs, il se passe quelque chose, il y a du monde, ils sont en autoproduction, ça marche, en fait. Et donc, il y a tous les réalisateurs de la place qui commencent à passer par le Café de la Gare. Donc, on imagine l'excitation, la jubilation que ça devait être. Et donc, Blier voit Miou Miou au Café de la Gare, et puis Depardieu et Devers, il le repère pas tout de suite, hein, et c'est l'insistance des deux autres pour qu'il soit pris dans Les Valseuses, et sa propre insistance qui fait qu'il va avoir le rôle de Pierrot dans Les Valseuses. Donc oui, c'est un moment... et on retrouve, je trouve, dans la filmographie de Devers toute l'inspiration de ce théâtre-là, qui est un théâtre aussi de bricolage, un théâtre d'astuce. Il est astucieux, Patrick Devers, c'est très beau aussi. Je trouve que un sens de la harangue, un sens, du spectacle vivant, du show, un rapport au texte aussi. Évidemment, ça me touche beaucoup. Tiens, cette nuit à Pigalle, c'était des Allemands aussi. Des Allemands. Encore des Allemands, des touristes allemands, des PDG allemands complètement bourrés. C'était combien? Difficile à dire. Ils bougeaient trop. Mais je me suis pas dégonflé. Mon sang n'a fait qu'un tour, ils brandissaient leurs muscles, je brandissais ma ruse. Un héroïque héros. D'ailleurs, les girls m'ont applaudi. Bertrand Blier pourrait vous dire que la meilleure part, le plus grand génie de Patrick Devers est peut-être dans la comédie. Alors, il a pas fait des films, il a fait quelques films comiques qu'on ne retient pas. Mais en tout cas, sur scène, dans l'impro, ou semi-impro, parce que c'était un peu écrit quand même, il était exceptionnel. C'était un acteur incroyable de découverte, et en fait, il s'émerveille. Hein. Devers, au Café de la Gare, a l'impression de vraiment faire le métier de comédien pour la première fois. Il était bon en improvisation, Patrick ? Ah oui, ça, oui, il était bon même sans rien dire, c'est-à-dire que... Sota, cofondatrice du Café de la Gare. Il pouvait improviser en laissant les spectateurs l'inspirer, quoi. Donc les gens rigolaient. C'est un humour comme ça où on attend d'être poussé par le public. Mais il faut avoir de la présence, hein, parce qu'il y a des gens, ils peuvent rester 1 heure sur le plateau, personne ne les voit. Il pensait qu'à faire des farces. Enfin, il avait un humour très qu'il a gardé toujours, mais que je connaissais pas tellement en fait. Un humour un peu absurde, un peu décalé. Par exemple, on marchait très lentement dans la rue pour marcher comme on serait quand on aurait 90 ans, avec des tout petits pas. Alors tout le monde nous bousculait, puis on marchait comme ça. Ou quand il éternuait dans la voiture, il mettait les essuie-glaces après. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce genre de truc. Et moi, j'ai le souvenir d'un gamin, en fait. Hein. Surtout maintenant, je veux dire que je l'ai surtout connu entre 20 et 25 ans, quoi. Mais Patrick, il est revenu, il a joué jusqu'en 80. Donc dès qu'il avait un moment de libre, sinon il faisait partie de l'équipe. Il y avait toujours un rôle pour lui mais qui était devenu amovible parce qu'il était un petit peu occupé parfois, puis des fois pas pendant 1 an. C'est pas facile. Hein. C'est un peu comme une bouffée d'air pour lui, ce Café de la Gare. Oui, même il habitait pas très loin. Au début, il habitait rue Nicolas Flamel, à côté. Donc la nuit, de temps en temps, j'entendais le piano.
J'ai dit, tiens, Patrick a un souci. Il venait jouer comme ça, il braillait un moment, puis il rentrait chez lui, et il passait très souvent. Et en dessous, il y a le piano, c'est le piano où... Le piano qu'a acheté Patrick en arrivant ici, qui normalement est blanc, et qui a 50 couches de peinture dessus, parce que quand il était dans le décor, on changeait la scène, et on changeait la couleur du piano. Le décor du piano, il y a eu des fleurs, des notes, enfin des tas de trucs. C'est une époque qui est révolue pour vous? Vous y retournez, vous les voyez, Oui, j'y retourne. Vous savez ce qui se passe dans les familles. C'est pareil, c'est comme une famille, le Café de la Gare. Je veux dire, on s'engueule, ou alors on s'engueule pas, on se fait la tronche pendant 1 an, et puis tout d'un coup, tac, ça y est, on retravaille ensemble. C'est ce qui m'arrive. Je veux dire que de temps en temps, bah oui, je rejoue au Café de la Gare. Faut que j'y repense au moins une fois de temps en temps, oui, ça c'est sûr. Il est arrivé pendant qu'on jouait, et dit, il n'y a pas un moment où il n'y a personne sur scène, j'ai une idée, je voudrais faire quelque chose. Et moi aussi c'est vrai, puis à un moment donné, donc on l'a poussé en scène, on dit vas-y, t'as 5 minutes devant lui, personne ne l'a reconnu. Hein. Il était très connu à cette époque-là. Et donc il s'est assis sur une chaise, il a regardé le public, et puis il commence à se gratter comme ça, sous les bras, etc. Puis retirer sa chemise pour se gratter mieux, de plus en plus satisfait, jusqu'à il a fini donc tout nu en train de se gratter les couilles. Alors, ça fait du bien, hein. Et les gens étaient sidérés. Ils ont rigolé parce qu'ils faisaient confiance à la maison, quoi. Donc normalement, il y a 500 personnes qui ont vu ça et qui ont cru que c'était dans le spectacle. Mais et nous, on était morts de rire, évidemment. La question de la nudité, s'agissant de Patrick Devers, elle est importante parce qu'elle dit finalement tout le potentiel de l'acteur qui n'avait aucun problème à montrer son corps. Patrick Devers, c'est l'acteur du slip kangourou. Il est souvent comme ça dans ses films. Ça ne lui pose absolument aucun problème. C'est pas donné à tous les acteurs, notamment de sa génération, de se présenter comme ça sous les caméras. En d'autres termes, le ridicule ne tue pas. Et c'est quelque chose qu'il assume absolument parfaitement. Cette nudité-là, c'est aussi une manière de se dévoiler, de découvrir son personnage, mais aussi de dire d'une certaine manière sa fragilité aussi. Les personnages chez Patrick Devers, s'ils doivent se mettre nus pour dire quelque chose, pour crier quelque chose, pour revendiquer quelque chose, ça sera le cas. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert? Mais je ne sais pas, Monsieur le Président, il est rentré sans... On m'a viré du foot il y a 3 semaines. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Madame la Présidente. Et mes chaussettes. Patrick Devers était vraiment un acteur d'une grande inventivité. Il savait tout jouer, il savait tout faire. Il peut être assez surprenant. Il va travailler l'art du court-circuit, c'est-à-dire qu'il va savoir placer un geste, il va savoir placer un regard, il va savoir écouter au bon moment, et il va être aussi assez surprenant. Ça vient aussi alors de la liberté qu'on lui laisse. C'est Pierre Granier de Fer dans Adieu Poulet qui est l'un des premiers à constater que c'est une Formule 1, c'est-à-dire que il peut aller vers des sortes de sorties de route et de dérapages complètement contrôlés, mais face finalement à un Lino Ventura qui maîtrise très bien son jeu et qui, dit-il, est une sorte de poids lourd du jeu. Patrick Devers, lui, est insaisissable. Il peut changer d'une scène à l'autre son élocution, sa manière de parler, sa manière d'être, et surtout faire des propositions aux cinéastes. Comment ça se fait, ça, patron? Hein? Pourquoi il y a que nous qui l'arrose pas?
Ça va s'arranger, ça, j'espère. Prenez la moitié, c'est normal, c'est vous le chef. Et puis nous, on se partage le reste. Hein? D'accord. Et ben voilà. On n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir. Un vieux vicieux meurt dans un claque. Et la fortune nous sourit, notre vie commence. Merci, petit Jésus. Tu fatigues pas, toi? Patrick Devers est quelqu'un qui, dans ses films, sera force de proposition. Alexandre Moix. Il sera jamais à exécuter juste un scénario, des dialogues. Il est très inventif et c'est quelqu'un de très travailleur, Devers. On a l'impression parfois il improvise pas du tout. Il est contre l'improvisation. Il connaît son texte au rasoir pour pouvoir justement mieux improviser certaines choses, certaines gestuelles, etc. Et Devers, je pense que le Café de la Gare lui a appris à jouer vrai, qui ne fait pas semblant de jouer. Patrick, c'est ce mélange incroyable de tendresse et de violence. Jean-Jacques Hano, réalisateur de Coup de tête. C'est extrêmement intéressant, ça. Quand vous avez quelqu'un qui a une double sonorité, vous voyez, c'est comme un instrument, comme un violon, quand vous touchez les deux cordes. C'est-à-dire que vous avez l'aigu et le grave en même temps. Et ça, c'était assez exceptionnel. Puis alors, ce passage en un dixième de seconde, de la tendresse la plus absolue à la violence la plus redoutable. Ça, c'est tout à fait rare. Mais c'était Patrick, il pouvait pas dominer tout le temps le fauve qui était en lui. Le fauve malheureux, le fauve tendre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un personnage complexe, et les acteurs qui sont pas complexes ne sont pas intéressants. Il faut qu'il y ait un certain niveau de contradiction. Et Patrick en était chargé. Je crois que Rémi Fontanelle. La dualité chez les personnages l'intéressait profondément. Des personnages à la fois forts et fragiles, tendres et violents, des personnages joyeux ou mélancoliques. Ce sont des personnages qui l'intéressaient. Le spectre, du coup, est assez large. Mais ça, on le voit dès Lily aime-moi de Maurice Dugofson en 1975. Et ça va se concrétiser avec F comme Fairbanks, où finalement, quelqu'un qui était plutôt gai, joyeux, qui incarnait une sorte de jeunesse où tout est possible, va petit à petit sombrer dans une forte dépression et jusqu'à la folie. Donc il y a aussi la transformation du personnage dans un film qui l'intéresse. C'est le cas dans Série Noire, c'est le cas dans F comme Fairbanks. Ce sont des personnages qui naviguent entre plusieurs états, qui naviguent dans diverses situations, qui sont difficiles à cataloguer, qui sont difficiles à étiqueter. Cette complexité du personnage intéressait beaucoup Patrick Devers. Comme il était unique, il amenait une zone sombre dans la gentillesse. Il y avait toujours ça. Il y a très peu de gens qui arrivent à fédérer. Parce que les gens un peu sombres, les gens un peu nocturnes, sont pas forcément des gens qui attirent les autres. Mais son cas, lui, il avait une telle tendresse, et j'insiste là-dessus. C'est ce mélange de tendresse et de douleur. Et c'est rarissime. Parce qu'il y a des gens douloureux, mais ils ne sont que douloureux. Et ça va pour certains rôles. Mais quand vous êtes le jeune premier, entre guillemets, il faut que vous attiriez l'identification. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur se dise « Moi, j'aimerais être cette personne ». Et c'était le cas sur Patrick. C'est-à-dire qu'il arrivait, malgré ses éclats de colère, etc., à faire que beaucoup de gens se disaient « Mais moi, je lui ressemble. Je suis comme ça, moi aussi j'ai du chagrin. Et moi aussi j'essaye d'être sympa. » Et ça, je sais pas aujourd'hui qui a cet éventail. Et Dieu sait s'il avait du charme. Ce mélange d'être à la fois adorable et dangereux, ça c'est une belle combinaison. T'as vraiment envie que j'aime près de toi? Non mais, évidemment, enfin quand même, tout de même, bien sûr. Oh, Franck,
Je suis la seule responsable. Écoute, chérie, on va pas commencer à se lancer nos torts à la figure. Enfin bon, puisque c'est toi qui mets la question sur le tapis... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi, au moins, tu savais ce que tu faisais. Oh, mais prends pas comme ça, Tu me crois cinglé? Ah, c'est ça? Ah, mais tu me crois givré à mort? Hein? Franck Poupard, alors complètement schizomaniaque! Mais bon Dieu, Jeanne, merde! Bon Dieu, avec toute la poisse que je me tape, mais encore heureux que je me balade pas avec un entonnoir sur la tête! Ah oui! Mais quand c'est pas l'un, c'est l'autre! Alors, ils le font exprès, ma parole, ils se relèvent la nuit! Rien que pour me faire chier! Patrick Devers avait un fort rapport Marion Aubert. Au théâtre et à la langue, au verbe. Je pense qu'il y a quelque chose de très net aussi dans son rapport à une forme de théâtralité et en même temps cette chose, on l'a dit beaucoup sur Devers, mais du parler vrai, d'être toujours extrêmement précis. On travaille beaucoup ses rôles, donc c'est pas du tout seulement l'impulsif qu'on pourrait s'imaginer. Disons qu'il travaille beaucoup pour avoir cette qualité-là d'abandon et qui, évidemment, ces abandons-là travaillent sans doute avec la biographie. Le spectre de jeu est très très large, donc ça c'est assez magnifique pour un acteur de pouvoir comme ça passer du tragique au comique, lyrique, d'être à la fois très viril, en même temps très très sensible. Donc je pense que oui, il était inspirant, tout simplement. C'est un acteur qui ne trichait pas. Quand je parle de jeu de la vérité, ça ne veut pas dire autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas tricher à l'égard du personnage qu'il incarne, qui ne veut pas tricher à son propre égard, si je puis dire, mais aussi à l'égard des spectateurs. C'est quelqu'un, je crois, qui donne énormément et cette générosité est d'une certaine manière évidente. Il y a une sorte de transparence, d'immédiateté chez cet acteur qui est assez inédite. C'est un acteur qui donnait beaucoup, même en flirtant avec des extrêmes, qui posent une question éthique aussi sur la manière dont on joue au cinéma. C'est le cas dans Série Noire où il plonge dans la baignoire pendant 1 minute ou presque, et l'équipe à ce moment-là, qui est en train de le filmer, commence à avoir quelques angoisses parce l'équipe se demande combien de temps il va rester sous l'eau. Et je crois que Série Noire, je crois ne pas dire de bêtises en mentionnant Série Noire, qui serait, je pense, le film où il a eu le plus de liberté. Alain Corneau compte énormément sur lui. Il tient à lui seul le film. Il incarne un borderline, quelqu'un qui sombre peu à peu dans le trouble et la folie. Mais c'est là véritablement que Patrick Devers, finalement, est le plus libre de développer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a envie de faire, quitte à surprendre. Il y a aussi la fameuse scène de la portière et du capot où Patrick Devers demande à ne la faire qu'une seule fois. Il n'y aura pas d'angle mort, il n'y aura pas de subterfuge, il n'y aura pas d'artifice. Patrick Devers va véritablement se cogner contre la voiture. Il ne le fera évidemment qu'une fois, mais il y a cette idée de jouer les choses pour de vrai, si je puis dire, de jouer les choses sans filet. Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher! Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! C'est pour ça qu'il y a chez Devers quelque chose de l'ordre de l'expérimentation qui est quand même assez rare en fait chez un acteur,
et qui intrigue, qui intéresse. C'est un acteur qui a tout donné. C'est un acteur qui, au contraire, a poussé les limites de ce que l'on pouvait faire en tant qu'acteur au cinéma. En tous les cas, c'est ce qui fait que Patrick Devers reste un acteur assez original, encore aujourd'hui. Moi, je me souviens plus, si vous voulez, des... Jean-Jacques Hano, réalisateur de Coup de tête. De détails, mais le souvenir général que j'ai, c'est celui d'une vraie, de ma part, admiration pour ce travail de Patrick. Il y avait une scène dans le film où, ayant marqué ce but improbable, mais quand même très réel, qui fait donc monter l'équipe, obtient la Coupe de France, j'avais cette scène de dîner avec tous les acteurs qui, donc, dans le film, tous les personnages qui avaient méprisé le personnage de Patrick. Et quand on a fait cette scène, Patrick a été formidable, mais j'avais vraiment peur qu'il leur décroche la tête. Et les acteurs aussi. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! Parce que Patrick, vous lui expliquez les choses, il est tout gentil à côté de la caméra. Et d'un seul coup, vous dites moteur, son visage change. Il a le regard assassin sur les différents personnages qui commencent à avoir la trouille. Parce qu'ils savent que Patrick, il a des biscottos de la taille de mes cuisses. Et que s'il leur fout un pain dans la gueule, ils sont mal. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage, à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison, alors écoute-moi bien. Demain matin, je prendrai ta belle bagnole, je viendrai dans ton beau garage, je jouerai aux autotamponneuses, je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud, je vais tout bousiller chez toi, ça, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voitures! À un moment, il prend la bague d'un acteur qui s'appelle Hernandez, il balance cette bague, mais la bague, elle était tordue tellement il l'a balancée de façon forte. Et tout le monde avait peur de prendre une baffe. Et je dois dire que je n'ai fait que 2 prises, parce que j'ai eu peur qu'à la 3e, ça aille trop loin. C'est qu'avec les très grands acteurs qu'on a ça. Vous viendrez vous voir demain! Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai de mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, hein, je dirai en ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous. Et toi, ta chevalière? Ta chevalière s'appelle chevalière offerte par Simone, la foutra aux chiottes! Généralement, l'acteur va vers le personnage, en tous les cas, va vers le rôle qu'on lui propose et construit le personnage à partir des indications qu'on lui donne. Mais Patrick Devers, lui, à un moment assez précis dans sa carrière, va comprendre que il va faire finalement venir le personnage à lui. Ça, c'est, je crois, l'une des grandes caractéristiques de cet acteur. Et la contamination dont on parle souvent s'agissant de Patrick Devers, qui fait qu'on peut même parler d'une certaine manière d'un acteur autobiographique, elle vient de là. Pour Patrick Devers, faire venir le personnage à lui, c'est jouer des choses qu'il pourrait vivre lui-même dans la vie. Et il y a un écho assez fort du coup qui va se mettre en place dans ces films avec ces personnages. Je suis Myriam Boyer, j'étais comédienne dans Série Noire et j'avais comme partenaire donc Patrick Devers et j'aime bien en parler. Il avait une manière de travailler qui est, oui, d'ailleurs on avait des grandes discussions d'acteurs pour nos cuisines, de comment on travaille, de comment on joue. Et lui, il avait une manière de travailler où il ramenait ses personnages à lui, ce qui faisait que beaucoup de gens mélangent beaucoup ce qu'il est dans ses personnages et ce qu'il était lui. Mais je sais même pas si lui se perdait pas un peu et d'où le danger. Ça a été le danger pour lui d'aller un peu loin sans... parfois, il oubliait d'y mettre un peu de
était à l'opposé. Moi, je vais très très loin dans mon travail, mais par exemple, en comédienne, dès que c'est le salut, j'ai toujours la banane parce que c'est fini. Et c'est fini, et c'est fini. Je veux dire que le personnage, plus rien. Hein. Et plus tard, je n'ai jamais une phrase qui me sort. Vous savez, comme il y a des comédiens qui peuvent sortir des tirades. À chaque fois, je suis vierge de tout quand je commence quelque chose, et ça se termine. Et lui, non. Lui, non. Il amenait le personnage à lui. Alors évidemment, on ne tire pas un trait comme ça. Est-ce qu'on en sort intact de tous ces rôles? Moi, je pense que de toute façon, quand on fait par exemple le rôle d'un meurtrier, qu'on fait des gestes de meurtre, c'est quand même des gestes qui restent. Je veux dire, c'est bon, entre tuer quelqu'un pour de vrai et tuer quelqu'un au cinéma, il y a que la mort d'une personne qui change, mais finalement les gestes sont toujours là. Moi je pense que oui, ça doit taper un petit peu le mental. On le sait, hein, il y a certains acteurs qui font appel à des psychologues, à des personnes qui viennent les aider à effacer d'une certaine manière ou à mettre à distance la journée de tournage et ce qu'ils ont fait pendant la journée de tournage en tant qu'acteur. C'est bien la preuve, si vous voulez, que en tant qu'acteur, lorsqu'on est plongé dans des situations extrêmement particulières, ça peut avoir un impact aussi sur la personne que l'on est. Je crois que Patrick Devers, volontairement ou pas, selon les films, il a toujours été travaillé par cette absence de distance en fait. Hein, il a mis à l'épreuve en tous les cas cette frontière entre être et jouer, entre finalement l'homme qu'il était, l'acteur qu'il était et les personnages qu'il incarnait. Devers disait que à force de jouer les mecs malheureux, on finit par devenir malheureux. Alexandre Moix. Et c'était vraiment ça, Patrick Devers. Il faisait pas semblant. Depardieu, il joue un mec malheureux. Le soir même, il est au resto, il l'est plus du tout de malheureux. Devers, pas du tout. Il est malheureux longtemps. Il va jouer un film Psy de Dobroca où il est drôle. Hein, il va péter la forme plusieurs semaines parce qu'il est dans l'euphorie d'un film comique. C'était ça. Beaucoup de préparation avant et beaucoup de dépréparation après, de décompensation. Ce qui n'est pas évident, parce que Devers est quelqu'un qui, du coup, va poursuivre, même après le tournage d'un film, être dans le move de ce personnage-là qui l'a hanté pendant 2 mois de tournage. Et donc, il a du mal, parfois, à se décoller de certains personnages parce qu'il a mis tout de lui-même. Ça a beaucoup été dit, mais on pourrait documenter la vie de Patrick Devers uniquement en regardant ses films. Marion Aubert. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des correspondances en permanence entre ses films et sa vie. Je pense qu'on pourrait faire comme ça des biographies plus ou moins serrées pour quasiment chaque artiste. J'ai l'impression que nos vies les œuvres sont travaillées par la vie et la vie travaille les œuvres. En tout cas, ça, sans doute, ça circule. C'est rarement complètement séparé. Mais il s'avère que chez Devers, c'est très serré. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut recouper ses moments de rupture, ces moments où il prend de la drogue. C'est comme si les réalisateurs s'acharnaient à lui donner les rôles de ce qu'il est en train de vivre. Et je pense qu'il y a aussi parfois je ne sais pas si c'est des perversions de mots justes, mais du métier où parfois on vous appelle pour ce que vous êtes. En tant qu'acteur, j'essaie pas d'inventer un personnage du tout de toute pièce, parce que un être humain, ça vient de tellement de choses, c'est tellement compliqué on peut pas se dire je vais inventer un personnage. Alors moi, le seul truc que j'ai, c'est de sans cesse, chaque fois que je me trouve devant une situation, m'imaginer complètement si moi j'étais dans telle situation, comment je ferais pour dire ça et comment je ferais pour réagir. Et donc mon seul modèle, c'est moi. Patrick Devers, il donne tellement à ses personnages. Rémi Fontanelle. Qu'il y laisse souvent une part de lui-même.
à partir du moment où il construit ses personnages en partant de lui, à partir du moment où il fait venir les personnages à lui et qu'il leur offre une partie de lui-même, forcément, il arrive un moment où il est émoussé jusqu'à l'épuisement. Patrick Devers meurt épuisé. Il a énormément tourné. Entre 1974, Les Valseuses, et 1982, Paradis pour tous, il fait énormément de films. C'est presque un ou deux par an. Donc, il tourne énormément. Il est extrêmement généreux. Il est aussi extrêmement intéressé par les projets qu'on lui propose. Et les personnages qu'il incarne, évidemment, participent de cet épuisement. Il va chercher beaucoup en lui et il donne beaucoup aux personnages et il perd beaucoup aussi, d'une certaine manière, en offrant autant à ses personnages. Pourrait faire la typologie des personnages que Patrick Devers a incarné, mais il a été loser, il a été humilié dans certains films, parfois même un peu ridiculisé, parfois un peu pathétique, toujours avec cette fierté qui caractérise ces personnages qui veulent s'en sortir. Et ça, je crois que c'est assez aussi inédit. Ça, évidemment, rencontre la fragilité même de l'homme, de l'acteur, celle qu'on connaissait. Mais c'est aussi extrêmement important pour les spectateurs qui, évidemment, tout simplement raccordent dans le film le personnage et l'acteur qu'il était. J'ai l'air comme ça, d'avoir l'air et tout... costard, pavillon, un bagnole, mais... Alors que moi aussi, j'en ai marre. Ma femme s'est barrée et... Je vais sûrement être lourdé de mon boulot. Alors, tu vois... On est dans la même galère, quoi. Le dénominateur commun de tous les personnages que Devers a interprété, c'est l'anti-héros. Des personnages sur le fil et des personnages qui doutent. Et Devers était quelqu'un qui doutait tout le temps, des personnages fragiles, des personnages qui ne savent pas vraiment où ils vont, brinque-ballés par la vie, qui ne maîtrisent rien. Et ça, c'est nouveau. En tout cas, c'était nouveau pour le cinéma français. On n'avait pas eu de film de personnages qui doutent, quoi. Qui doutent sentimentalement, professionnellement. Et Devers était comme ça. C'est quelqu'un qui doutait énormément de lui. Et qui avait besoin d'être aimé. Patrick Devers, il est moniteur de colonie de vacances dans La meilleure façon de marcher. Il est professeur d'éducation physique dans Préparez vos mouchoirs. Il est médecin urgentiste dans La clé sur la porte. Il est chômeur dans F comme Fairbanks. Bon, donc Patrick Devers, c'est l'acteur des personnages ordinaires, des personnages de tous les jours, des personnages finalement assez cérébraux, qui sont traversés par de grandes fragilités, de grands tourments, un mal de vivre qui va prendre plusieurs formes. Celui qui en fait vraiment une figure de style extrêmement puissante et intéressante, c'est Bertrand Blier dans Beau-Père. Le film commence ainsi, Rémi est au piano, et il s'adresse aux spectateurs que nous sommes, il nous parle, et il ne va cesser, par l'adresse à la caméra, de nous parler tout au long du film et de nous dire quel est son mal-être. C'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique, au dernier étage d'un hôtel international, avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je crois que le public aime le regarder parce qu'il a des failles. Vous savez, les gens qui sont lisses, où tout va bien tout le temps, tout est... on s'identifie mal à eux. En revanche, quand vous avez quelqu'un qui, on le sent, malgré sa gentillesse, trimballe
quelque chose qu'on n'identifie pas forcément, mais qui est attirant parce qu'on a tous nos faiblesses intérieures, nos drames, que l'on garde secrets. Donc c'est ça qui faisait la particularité de Patrick. J'entends beaucoup d'acteurs qui me disent il n'a pas été remplacé. Et je le crois volontiers parce que il était très unique pour ça. Là, il y a vraiment chez Patrick Devers à la fois une évidence à faire son métier, bon, déjà peut-être parce qu'il l'a toujours fait, mais une détestation donc qui naît comme ça dans l'enfance, donc une ambivalence. Il est toujours à la fois tiraillé entre ce besoin de reconnaissance, toujours soucieux du regard des autres et soucieux de reconnaissance. On l'a beaucoup dit, voilà, il est complètement obsédé et de plus en plus tout au long de sa vie par le fait d'avoir une statuette, une médaille, et en plus il a été refusé 5 fois au César, et donc on sent que c'est comme ça des détresses qu'il attend beaucoup de cette reconnaissance là de manière disproportionnée au regard de la reconnaissance qu'il a quand même effective, en tout cas du public, puisqu'il est aimé, mais du public je crois, mais et en même temps une haine par moment de ses regards, une suffocation des questions des journalistes. Donc cette grande ambivalence là d'avoir besoin qu'on parle de nous, de notre art. Mais effectivement, il y a des tensions avec la profession. Donc je pense qu'il a comme ça une haine, un mépris par moment des journalistes. Il se sent pas regardé au bon endroit, pas aimé au même endroit. Ça crée en tout cas beaucoup de fragilité chez lui. Et donc toutes ces petites rumeurs, je pense que sans doute, oui, ça a participé à la suffocation. Il reçoit des coups, en fait. Il reçoit des coups. C'est pas pour rien qu'il en donne, hein. C'est pas pour rien qu'il prend cette figure du boxeur. Elle est très 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 présente, mais c'est celui qui donne des coups, celui qui en prend, et celui qui les pare pas toujours très bien. Patrick Devers, on a très souvent le sentiment qu'il est extrêmement vulnérable, c'est-à-dire qu'effectivement, même, il n'y a pas les warnings. On voit des acteurs de sa génération, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, il n'y a qu'à le voir aujourd'hui. On sait ce qui fait carapace chez lui, hein, son corps même fait carapace. Hein. Mais Isabelle Huppert, on sent qu'il y a une distance par rapport au métier. Je savais que je finirais par te retrouver. Je te suivais à la trace comme un chien. Je te lâcherai plus. Je te poursuivrai toujours où que tu ailles. Écoute, voilà, on va tout recommencer. Tout recommencer. On peut même faire comme si on se connaissait pas. Comme si on s'était jamais vu. Comme si c'était la première fois. Tu vas pas me dire que c'est un orage qui va nous séparer? On est plus fort que ça, non? On est plus fort que ça? Hein? Mais dis-moi que oui. Allez, vas-y, dis-moi que oui. Dis-moi oui. Il avait toujours l'allure et le visage d'un chat écorché. Il formait avec Gérard Depardieu et Miou Miou le plus célèbre trio du cinéma français dans Les Valseuses. Ça marchait bien pour lui, disaient ses proches. Et pourtant, Patrick Devers s'est suicidé cet après-midi. Il s'est tiré une balle de 22 longs rifles dans la tête. C'est son domestique qui a découvert le corps du comédien dans sa chambre. Donc on est le vendredi 16 juillet 1982. D'après les gens qui ont très bien connu Patrick Devers, c'est Blier qui m'a dit ça. Il a une très belle phrase. Il m'a dit, pour moi, le suicide de Patrick Devers, c'est sa signature. C'est qu'en fait, c'est un suicide d'impulsif. C'est pas réfléchi, il l'a pas prémédité. Il avait ça sous la main, la carabine qui était là, tout était en place pour un coup de tête, en fait. C'est un suicide coup de tête. Peut-être qu'il a voulu voir ce que ça avait fait, il a essayé, il s'est dit je tirerai pas, puis il a tiré, enfin, on ne saura jamais. Le connaissant lui, je ne vois que cette conclusion que j'ai vue, que j'ai lue quelque part, c'est on va voir comment ça fait, quoi. C'est pour ça qu'il est devant la glace et qu'il garde ses dernières images de ça, comme l'acteur studio, quoi. Parce que par exemple, quand il a fait un médecin de nuit dans La Clé sur la porte, il l'a suivi pendant plusieurs jours.
Il était dans la voiture d'un médecin de nuit pour voir comment c'était. Patrick Devers, d'après ses proches, n'hésitait pas à évoquer au détour d'une conversation son suicide. Gérard Depardieu, dans sa lettre posthume qu'il lui envoie, dans ses lettres volées, l'explique. Pour lui, c'est pas forcément une surprise. Bertrand Blier, lui, dit les choses autrement, mais d'une certaine manière, c'est la même idée qui transparaît, c'est que finalement, voilà, il explique que à ce moment-là, il avait un créneau et voilà, il a mis fin à ses jours. Et effectivement, son suicide a tendance à faire passer au second plan ce qu'il a inventé, proposé sur le plan strictement actoral. Cher Patrick. Extrait des Lettres volées. Gérard Depardieu, 1988. Comme Romy Schneider, tu confondais ta vie et le métier d'acteur. Tu supportais mal les duretés de ce milieu. T'étais sensible, sans défense, presque infirme devant le monde. Je te voyais venir avec toutes ces mythologies bidons autour du cinéma, de James Dean. Cela te plaisait, ce romantisme noir et buté. Tu la trouvais belle, la mort, bien garce, offerte. Il fallait que tu exploses, que tu te désintègres. Tu speedais la vie. T'allais à une autre vitesse, avec une autre tension. C'est pas tellement que t'avais plus envie de vivre, mais tu souffrais trop de vivre. Chaque jour, tu ressassais les mêmes merdes, les mêmes horreurs dans ton crâne. À la fin, forcément, tu deviens fou. Dans Série Noire, tu te précipitais contre le pare-brise de ta voiture. J'ai toujours mal en repensant à cette scène. J'ai l'impression d'un film testamentaire. Tu te débats. Tu te cognes contre les murs. Il y avait l'agressivité désespérée, l'hystérie rebelle de Série Noire. Il y avait aussi la résignation accablée du mauvais fils. Ces deux films, c'est toi. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Puis, je pensais que tu nous quitterais encore plus vite. C'était une certitude terrible que je gardais pour moi. Je pouvais rien faire. J'étais le spectateur forcé de ce compte à rebours. C'était toute une vie. Patrick Devers, l'anti-héros. Avec Jean-Jacques Hano, réalisateur du film Coup de tête, Marion Aubert, comédienne et autrice de théâtre, Myriam Boyer, actrice, Rémi Fontanelle, maître de conférences en études cinématographiques à Lyon 2, Alexandre Moix, réalisateur, Sota, autrice de théâtre et cofondatrice du Café de la Gare. Prise de son, Hervé Dubreuil, Romain Luquiens, Dali Yaha. Mixage, Delphine Baudet. Archivina, Sophie Enoch. Lecture, Jérôme Pouli. Coordination, Anaïs Kien. Attaché de production, Sylvia Favre. Un documentaire de Marceau Vassy, réalisé par Vincent Abouchard.